Yeah. Boris Beck. DJ Ellis. Boy Giuliano. Des jours, des nuits, le temps a passé. Je reconnais que tu m'as changé. Mais j'aimerais que tu m'en donnes plus. Yeah. À chaque victoire, un nouveau combat. Depuis petit, tu me fais grâce. Mes ennemis, c'est toi qui les chassent. Ils devinent, Wolowe, ma bénédiction pour que je ramasse. Depuis petit, tu me fais grâce. Mes ennemis, c'est toi qui les chassent. Ils devinent, Wolowe, ma bénédiction. Yeah. Nukunu, nukunu, la. Matro swambe bu. Minu wanye wila ni mokinu. E vignon bella messa, intorno a non se sente, mon ami babore, on dira trop soirez-vous, amle mama ouais. DGK, Tataka, Divine Optique, Wilsoa, Dr. Atiso, DJ Kenny de Maryland, Rachel Tigwe, DJ Soko Juste, mes fans, Boris Kate. Ben voilà, bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes donc aujourd'hui jeudi le 14 septembre 2023. Petit à petit, nous nous approchons, comme on le dit déjà depuis quelque temps, du début de la rentrée scolaire. Et on parlera, comme on vous l'a annoncé hier, de beaucoup de choses qui touchent la jeunesse afin de pouvoir mieux préparer une jeunesse consciente et de pouvoir préparer une jeunesse qui va en tout cas pouvoir encore une fois bien débuter cette rentrée-là et pouvoir tout engranger pour un meilleur avenir. Nous étions tout à l'heure avec Boris Kett pour vous souhaiter la bienvenue dans Nectar et vous permettre également donc de dire encore et toujours que ce Dieu-là, il fait des miracles à chaque fois et c'est impossible de ne pas le louer et de ne pas l'adorer. Ce sera un plaisir pour nous aujourd'hui de passer donc cette émission-là avec plusieurs personnes qui vont intervenir sur le débat du jour, sur le thème du jour. Permettez-moi déjà de pouvoir, en votre compagnie, saluer deux qui sont déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Super, ça va. D'accord. Bon, on va vous laisser vous présenter. Déjà, on va commencer par vous. Vous regardez bien la caméra et puis présentation. D'accord. Merci beaucoup. Moi, c'est Asiou Manim. Je suis psychologue clinicien et de la santé. J'interviens au niveau du JAD pour la vie, une ONG de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Waouh, prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Quand on dit psychologue clinicien, là, clinicien, là, veut dire quoi? Alors, clinicien, c'est en fait dédié à cette pratique-là qui est un peu plus hospitalière, qui est un peu plus, si on prend le mot lui-même, qui veut dire à la clinique ou auprès ou au lit du patient, en fait.
Et donc, on se rapproche encore plus en tant que psychologue au moment où l'individu même est quelque part, est couché quelque part ou à son chevet, en fait. Maintenant, clinicien également, c'est pour dire encore un peu plus pointu. Nous allons voir des signes cliniques, en fait, des pathologies des personnes ou de la souffrance des personnes, que ce soit diverses problématiques sur lesquelles la personne, en fait, souffre. Donc, nous allons plus en profondeur. D'accord, ok, d'accord. Alors, psychologue clinicien, on va tout découvrir aujourd'hui, hein, donc restez juste câblés. Bonjour. Bonjour, je réponds au nom de Moïse Alendele. Je suis ingénieur génie civil et interprète traducteur. Merci. Interprète traducteur, combien de langues? Pour le moment, on va dire 3, anglais, français et espagnol. Hey, buenos, ¿c'est ça? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Porque, ¿cómo estás? Estoy bien. Porque, je préfère m'arrêter là. Parce que là, les gens vont s'énerver, les gens vont se fâcher avec nous. Alors justement, le débat, on n'y entrera pas maintenant, hein, parce que bien sûr, on a d'autres choses à faire avant. Mais je voudrais juste, vous êtes tous jeunes, à ce qu'on peut voir et constater aussi. J'ai juste envie de poser une toute première question. Comment vous étiez lorsque vous étiez sur les bancs on va dire de l'école, mais de l'école en tant que, on va dire collège et lycée? Comment vous étiez? Turbulent, calme, posé, concentré, agréable au professeur, un peu de zigidi. Alors, vous étiez comment? Ok. Bon, moi, personnellement, j'étais quand même calme. Il ne faut pas mentir. Hein. Non, je ne vais pas mentir. J'étais calme. C'est vrai que je suis un être très sociable. J'étais quand même un touche à tout. Je ne restais pas quand même cloisonné dans mon coin en classe. J'essayais de taquiner tout le monde, histoire de donner la bonne vibe, tout simplement. Mais je n'étais pas aussi très turbulent que ça. Tranquillement, on me connaît. Quelqu'un qui, voilà, s'exprime bien, tranquille, qui ne fait pas trop de... Vous n'avez jamais été en conseil de discipline? Non. On n'a jamais convoqué vos parents? Non. Vous avez au moins triché une fois? Tricher? J'ai dit collège et puis lycée. Oui. Entre les deux, au moins, pendant, oui. Vous avez au moins triché une fois? Tricher, demander à côté. Demander à côté. Oui. En quelle matière? Je crois en anglais, parce que je suis nul en anglais, je le dis. Et quelle autre matière? Mathématiques aussi. Oui, mathématiques, surtout en 6e, 5e et 4e. Mais à partir de la 3e, bon, j'ai commencé par m'appliquer. D'accord. Ah, je sens qu'il y a des gens qui vont avouer des choses sur ce plateau. Alors? Bon, pour ne pas dire que c'est de la tautologie, je rejoins un peu mon frère. Je suis un peu d'un tempérament calme, réservé et beaucoup plus introverti. On va dire qu'au collège, j'étais beaucoup plus réservé. Bon, ceux qui connaissent mon histoire savent que bon, je venais un peu fraîchement de débarquer au Togo, si je pouvais le dire ainsi. Donc, je ne connaissais pas encore le monde dans lequel j'étais. J'étais un peu réservé. Et c'est au lycée qu'on a commencé par s'ouvrir un peu, essayer d'être un peu plus social, essayer de faire un peu quelques amis, ça et là, mais en général, une personne réservée, calme, pas vraiment problématique. Voilà, merci. Jusqu'au bac? Jusqu'au bac, Pas jusqu'au de bac. tricherie, Pas de tricherie, pas de conseil de discipline, mais comme le frère vient de le dire, bon, une fois par moment, quand ça chauffait peut-être pendant les examens, voilà, on pouvait demander, est-ce que, bon, tu peux me donner un petit coup de main à la question 1, à la question 2, mais pas de tricherie, genre avec les ovus qu'on appelle communément, entrer dans les salles d'examen avec les papiers, les cahiers, ça jamais. Une fois par an, on peut dire peut-être dans tout mon cursus scolaire, je peux dire du collège au lycée, peut-être 2 ou 3 fois, maxi. Voilà, j'étais quelqu'un, je connais ou je ne connais pas. C'était plus ma devise. Sauf si je vois que la réponse à la question là peut me faire rater toutes les preuves. Là, peut-être, je peux demander, OK, est-ce que tu peux m'aider là? Et voilà, c'est beaucoup plus ça. D'accord. Et bien, en tout cas, comme vous pouvez le voir, beaucoup aujourd'hui se plaignent de dire
Nos jeunes ne sont plus concentrés. Nos jeunes aujourd'hui, malheureusement, ça donne à plusieurs choses, à des addictions. Addictions, pas que, comment je veux le dire, aux substances nocives, hein. Il y a les addictions aux réseaux sociaux, les addictions à plein de choses qui font qu'aujourd'hui, beaucoup sont totalement déconcentrés, ils ne s'appliquent plus. Et puis, il y a aussi la violence. Beaucoup aujourd'hui en milieu scolaire, la violence aussi au niveau des jeunes, la violence aussi, si on peut l'appeler violence, quand on demande donc à ce que, voilà, on ne frappe plus aujourd'hui nos chers amis. D'autres disent que c'est de la violence, d'autres disent encore que c'est de la correction, mais on réalise que quelque part les choses changent. Au fur et à mesure que ça évolue, les choses changent. Il y a de plus en plus de jeunes qui malheureusement sont en train de péricliter, de s'adonner à des choses qui ne sont pas bonnes. Donc quelque part, je suis un peu étonnée que j'ai deux jeunes avec moi, enfin deux jeunes avec moi, deux messieurs avec moi sur le plateau qui n'ont jamais dégamé. Vous êtes un peu des exceptions pour confirmer la règle, hein. Bon, tout dépend de ce qu'on appelle par des gamins. Non, dégamer, vrai, dégamer, on faisait des tas de choses, enfin bref, je ne vais pas tout dire, mais on faisait vraiment des choses pas possibles. Bon, je dirais que tout dépend aussi de l'éducation qu'on a eue. Nous, on a un peu eu la chance d'avoir une éducation chrétienne dès le bas âge qui nous a permis déjà un peu de définir notre vie. Mais ça dirait qu'on n'a pas eu à rencontrer des gens qui ont voulu nous mener sur le mauvais chemin. On en a eu. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas été par moments tenté? Voilà, on a été tenté, mais on a su se ressaisir au bon moment, on a su se reprendre, évaluer les pour et les contre et essayer de notre mieux de continuer dans la bonne voie. Certes, on a fait quelques erreurs et qui nous ont aussi permis d'apprendre, mais des gamins en tant que tels, comme je le sous-entends dans vos propos, je dirais simplement non. Non. Voilà. D'accord, bon, on en parlera, comme je le disais, en deuxième partie d'émission. Donc, restez jusqu'à Nété et câblés, très chers amis téléspectateurs. On va aller avec le jingle, le spot, et on reviendra avec la pensée du jour. 17 septembre 2023, Gigontex Atmosphère de célébration à Lomé. La mission internationale Hôtel de Bethel présente Niab Koya dans une grande soirée de louanges et d'adoration. Fiala, 2e édition. Un moment intense dans la présence du Seigneur. Une soirée pour honorer le roi de grâce. Jean Capilou, Eric Axe, Conis Newman et Maou Totete seront aux côtés du majestueux groupe Miab Koya pour vous faire vivre un moment singulier dans la présence du roi des rois. Tous au Palais des Congrès de Lomé ce dimanche 17 septembre 2023 à 15h. L'entrée est libre et gratuite. Contact 99 10 17 98 ou 93 79 62 70. Fiala, le roi de gloire est digne de louange et d'adoration. Voilà, donc pour vous, c'était le spot et on va aller avec une pensée. Une pensée très spéciale aujourd'hui sur laquelle je voudrais vous faire intervenir et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Alors, la pensée dit « Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. » Une pensée de Mark Twain. Les 2 jours où vous êtes né sont les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. Je crois que sa pensée, en tout cas, il y a de quoi à dire oui. Pour moi, c'est un oui, parce que le jour où nous sommes nés, c'est le jour où nous avons poussé le premier cri de vie. Et c'est le jour aussi généralement le plus marquant pour les parents qui ont la joie d'avoir conçu un être et d'avoir donné un fruit. Et en tant que fruit, il faut en fait venir donner de quoi à être agréable au monde. Parce que les fruits sont supposés être douces. Et donc, il faut être doux
Il faut être celui-là qui apporte quelque chose au monde. Et par là, on découvre maintenant ce pourquoi, en fait, on est là. Et là, on part œuvrer par rapport à ça. Voilà. Donc, vous êtes d'accord. Quand on dit les 2 jours les plus importants sont les jours où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. Tout à fait. Important pour qui? Alors, Parce que quand on est né, est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas conscience que nous sommes nés quelque part? tout à fait. Alors, important pour qui? D'abord, pour nous-mêmes, après, pour nos parents, ensuite, pour le monde, pour la société elle-même. Parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes appelés à apporter notre touche à la construction, en fait, d'un monde meilleur. Et donc, le jour où nous découvrons ce pourquoi nous sommes nés, nous devrons, en fait, où nous avons le devoir maintenant d'œuvrer en ce sens-là. C'est comme on découvre sa mission, en fait. Voilà. D'accord. Ok, bon, je rejoins mon frère et je valide parfaitement cette pensée parce que le jour où on est né, c'est le jour, on va dire, on annonce notre arrivée dans le monde. Et comme dans n'importe quelle société, l'arrivée d'un enfant est toujours une bénédiction parce que on se dit que il va amener un plus, il va amener sa contribution à la société. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'est-ce que cet enfant, qu'est-ce que cet être qui vient de naître est appelé à faire. Moi, je pense que c'est le plus primordial. Le docteur Miles Morrow, paix à son âme, a dit quelque chose. C'est when the purpose of a tale is not known, yeah. abuse is inevitable. Please. Donc, lorsque Wait. le but d'une chose C'est n'est pas important. connu, l'abus est inévitable. Donc, Lorsque le but d'une chose, n'est pas connu, l'abus est inévitable. lorsque le but d'une chose n'est pas connu, L'abus est inévitable. L'abus est inévitable. Par exemple, le micro là est destiné à amplifier la voix. C'est le but pour lequel il a été créé. Si j'utilise là le micro pour battre un tam-tam, ça peut aussi servir. Mais si c'est le but pour lequel le micro là a été créé, non. Je suis en train d'abuser du micro. Je vais causer des dégâts. Donc, c'est dans ce sens-là que si on ne découvre pas le but pour lequel on est né, on peut vivre, mais on n'aura pas vraiment un impact concret sur la société. Vous voyez, chacun a un couloir de destinée qui a été tracé pour lui. Chacun a une mission accomplie pour la Terre. Et c'est dans ce cadre-là qu'on pourra vraiment laisser un impact concret sur la Terre. Sinon, d'autres termes, on aura existé, mais on n'aura pas réellement vécu. Voilà ce que je peux dire. Merci. On aura existé, on n'aura pas réellement vécu. Alors, la pensée nous dit les 2 jours les plus importants pour vous, ce sont les jours où vous découvrez, le jour où vous êtes né, le jour où vous découvrez la raison de votre existence, en fait. Comment découvre-t-on la raison de son existence? Très belle question. Bon, c'est pas chose si compliquée si on veut vraiment y arriver. Et d'abord, il faut commencer par faire une introspection. Il faut commencer par se poser des questions. Premièrement, quelle est ma passion dans la vie? Qu'est-ce qui m'anime? Vous pouvez vous poser cette question. Vous pouvez vous demander également quels sont les dons, les aptitudes, les qualités naturelles que j'ai. Vous voyez, il y a certaines personnes qui font des choses naturellement, aisément, et les prennent à la légère, pensant pour eux que bon, c'est un truc normal, c'est un truc naturel, alors que c'est un don, un talent qui est indicateur de pourquoi ils sont nés. Vous voyez, Dieu a mis en nous des talents, des capacités qui sont naturelles et qu'on a besoin, certes, de raffiner avec le temps, avec la formation. Vous pouvez vous poser cette question, quelle est ma passion, qu'est-ce qui m'anime dans la vie? Et vous pouvez également vous poser la question, qu'est-ce qui me donne la joie dans la vie? Qu'est-ce que je fais naturellement en ayant la joie, même si je ne suis pas payé, même si je ne suis pas récompensé? On peut me réveiller à minuit, je peux le faire. Qu'est-ce qui me rend également triste? C'est un indicateur. Tout ce qui te rend triste, c'est quelque chose que tu désires en fait corriger. C'est quelque chose que tu n'acceptes pas facilement. Vous voyez, certains, voir juste l'autre en situation de détresse, ça l'émeut. Vous voyez, peut-être c'est quelqu'un qui peut être appelé psychologue ou bien quelqu'un qui peut être appelé, je sais pas, être un conseiller, ainsi de suite. Il y a quelqu'un, il n'aime pas voir la saleté. Il est vraiment allergique à la saleté. Donc, vous pouvez vous poser ce genre de questions-là. Il y a beaucoup d'autres que nous ne pouvons pas débattre à cause du temps. Vous êtes ingénieur, ingénieur génie civil génie et civil. interprète, traducteur. D'accord. On va commencer par ingénieur génie civil. C'est le souci de ingénieur génie civil, là, ils font quoi même?
Bon, Ils bâtissent, c'est eux qui bâtissent ne rit pas. BTP, non? C'est les routes, non? oui, les routes et Donc- les bâtiments. Donc, c'est le souci de la propriété qui vous a envoyé. Non, mais Bon. c'est vrai. Peut-être la beauté. Moi, ma passion naturelle, c'est les langues. Ceux qui me connaissent savent depuis toujours que je suis né avec cette facilité de langue. Déjà depuis le primaire, j'étais très à l'aise en anglais. Je ne sais pas d'où ça venait, j'étais très à l'aise en anglais. Donc je prenais cela pour moi comme de la blague en fait, jusqu'à ce que les gens commençaient par m'interpeller. Bon, tu t'exprimes couramment en anglais, pourquoi ne pas essayer de valoriser cela? Donc, petit à petit, on a commencé par intégrer le monde professionnel, interpréter à des conférences nationales, internationales, ainsi de suite, sans au préalable avoir une formation requise, comme ceux qui l'ont étudié peut-être pendant 4 ans, 5 ans. Donc, c'est aussi un don, un talent que j'ai mis à profit et qui m'a amené à des grandes sphères gouvernementales, ainsi de suite. C'est l'autre côté. Ça, c'est l'autre aspect. Maintenant aussi, BTP, là, c'est oui. le souci de propriété qui envoie au BTP parce que nous parlons de vision. En parlant de vision, Voilà. la passion du BTP est née lorsque j'ai vu au fait que les gens négligeaient un peu leur construction, spécialement dans les pays africains, dans le souci de l'économie, bien dans le souci des contraintes financières. Je vois que les gens un peu bâclaient beaucoup leur construction. Peut-être, vous allez voir quelqu'un qui a un quart de l'eau, bien des 1000 lots, et il va construire, excusez-moi le terme, il va construire comme un peu dans une porcherie, si vous me permettez le terme. Pourquoi? Parce que il va se dire, si j'appelle un ingénieur, si j'appelle un architecte, ça va me coûter. Ça Donc, coûte. ça va, oui. Je ne dis pas Non, que ça ne mais va pas non, coûter. faut pas, on va mentir. Ça coûte. Ça coûte. Ça coûte, Oui. mais les produits de bonne qualité ont toujours une valeur attachée. Je suis... Mathiana Vous n'est pas- savez- mais- non, mais 2 secondes. Oui. Est-ce que l'architecte ou l'ingénieur ne va pas plutôt, comment dire, le fait de payer lui aussi et de payer encore produit, enfin, tout ce dont on a besoin pour bâtir notre maison et tout ça, ça fait double dépense. Ça ne peut pas vraiment double des sens Si. dans le sens où on sait comment s'y prendre. Ok. Je m'explique. Tu as un projet de construction, on ne se lève pas juste comme ça pour construire. Tu fais d'abord appel à un architecte qui te fait le plan. Tu as une idée, ce que les gens ne font pas. Quand les gens veulent construire, j'ai mon cousin, j'ai mon neveu qui est maçon. Il fait bien Viens les me briques. voir, voilà, il fait les Ça briques. coûte moins Je cher. veux 2 chambres, salon, WC, douche interne. Et voilà, on commence. Demain, quand il va avoir des problèmes, on va se dire, bon, ça arrive. Donc, pour un projet de construction, on fait d'abord appel à un architecte. Vous lui dites ce que vous avez en tête. L'architecte vous conçoit le plan. Et c'est discutable. Tout est discutable dans la vie. Tout comme aujourd'hui, vous pouvez trouver je sais pas, des gens qui vendent les mêmes produits à des prix très, très, très élevés. Vous pouvez également trouver les mêmes personnes qui vendent c'est vrai. des produits à des moindres prix. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, appeler l'architecte qui vous a fait le plan, qui a fait le plan de la Tour Eiffel, de venir vous faire le plan de votre maison et espérer, par exemple, lui donner 20 000, 30 000. Ça, vous savez, en même temps que plus le standard est élevé, plus vous allez dépenser. Donc, vous appelez un architecte qui vous fait le plan. Ensuite, l'ingénieur est là pour le dimensionnement, c'est-à-dire le calcul des éléments de structure. Ça veut dire quoi? Le plan que l'architecte a fait, c'est un plan 3D qui doit être réalisé, amené en 2D. Donc, le maçon, lui, voit le plan, il sait juste qu'on doit faire ceci, doit faire cela. Mais on a besoin que l'ingénieur dimensionne le bâtiment. C'est-à-dire, l'ingénieur va vous dire, il faut telle quantité de sable, telle quantité de briques, telle quantité de ciment. L'ingénieur va vous dire, il faut tel nombre de poteaux dans ce mur. Et dans ce poteau, combien de barres de fer il faut mettre? Quel type de barres de fer il faut mettre? Des barres de 10, des barres de 12 au niveau de la dalle. Comment faire la dalle? Est-ce que c'est une dalle à corps creux? Est-ce que c'est une dalle pleine au niveau des nervures, au niveau de la longrine, tout cela? Donc, on s'arrête ici. On s'arrête ici. Donc, c'est tout ça là tout ça là qui fait que, en observant, ça là, parce que c'est nos constructeurs, nos ingénieurs, nos architectes qui prennent balle perdue ce matin. Hein. C'est en observant justement nos constructions là
que vous vous êtes dit, c'est pas vraiment, et donc c'est ce qui a motivé cette vision-là. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Alors tout à l'heure, lorsque M. Moïse parlait, il a dit, ça dépend, il y en a, c'est par souci de compassion qui se lance, et il a donné votre exemple. Donc on vient à vous également, puisque nous sommes dans la passion, dans la pensée du jour qui dit que c'est justement les jours les plus importants, le jour où vous êtes né, et le jour où vous découvrez le pourquoi vous êtes né en fait. Et on se disait comment découvrir le pourquoi. Alors vous êtes psychologue clinicien, comment vous avez découvert le pourquoi? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes né pour être psychologue d'abord? Ou alors ce sont les parents qui vous ont mis quelque part? Alors, il faut dire qu'il y a quand même un certain nombre d'années que j'ai fini par comprendre que la psychologie quand même m'a appelé. Et La psychologie vous a appelé, c'est fort, hein? Oui. C'est pour dire que Alors, c'est votre vocation vraie. Voilà, et je vais raconter en fait un peu comment je me suis retrouvé en institut. Bon, à l'époque, c'était un institut à l'université. Et au départ, après mon bac, je ne savais vraiment pas quoi faire. OK. Tout ce que je savais, c'est que je ne voulais pas en fait faire un circuit long. Je voulais faire un truc de pratique, gagner de l'argent et bon, voilà, aider la famille et tout ça. Et je l'ai dit à mon papa et il me dit, mais non, tu me redis ça, ça ne va pas aller. Tu as de l'avenir devant toi, pourquoi est-ce que tu me Votre dis... père, excusez-moi, il fait quoi? Alors, mon papa, c'était un laborantin. Yeah. Laborantin? Donc, oui. C'est normal. Et donc, et donc par rapport à ces propos, je me disais, bon, voilà, qu'est-ce que je vais vraiment faire? Moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Tiens, on va mélanger mon mina ici. D'ailleurs, Akpa, c'est Akpavi, non? Ah. Donc, chacun découvre sa vocation. Vous ne connaissez pas mon oncle. Sa vocation, c'est d'être sage. Voilà. Alors, merci bien. Et donc, dans cette optique-là, j'ai toujours cherché. J'ai cherché ce que j'allais faire. Je ne trouvais pas. Et j'ai appris quelque part qu'il y avait l'INSEE à l'époque qui a lancé un concours. Alors là, je voyais à l'époque ma tante qui était psychologue de l'éducation aussi et qui je côtoyais beaucoup. Votre tante était? Elle était psychologue de l'éducation. Psychologue de l'éducation. Ouais, OK. Là, c'est plutôt ceux qui orientent. Voilà, l'orientation et professionnelle et l'orientation scolaire et tout, et en milieu, bien sûr, éducatif, où elle intervenait. Okay. Et à l'époque, elle intervenait à SOS Village d'enfants en tant que psychologue là-bas aussi. Et donc, en étant à proximité d'elle, j'ai arrivé quand même à découvrir un peu ce qu'était un psychologue et tout. Alors, après, je lui ai demandé, bon, comment on fait pour accéder à l'Institut? Et au moment où je lui demandais, en fait, il ne restait que 3 ou 4 jours pour la clôture des dossiers. Et donc, je l'ai fait rapidement. J'avais mon grand frère qui était ici. Moi, j'étais à l'époque à Cara. Et donc, on a envoyé les dossiers et on a fait le dépôt au dernier jour. Et vous avez été retenu? Et j'ai été retenu après. Alors, une fois retenu, je n'ai pas été vite au courant aussi de la reprise. Je m'étais déjà inscrit en géographie de l'autre côté parce qu'après tout, bon, j'avais quand même une passion pour les calculs et tout. Et donc, après, j'ai fait 2 semaines quand eux, ils ont déjà commencé les cours. Et c'est après mon grand frère m'annonce que c'est comme ça. Et vous êtes lancé. Mais est-ce que depuis que vous êtes lancé, vous êtes à l'aise dedans? Vous êtes sûr et certain que c'est la psychologie ou bien? Je me sens trop à l'aise parce que j'ai beaucoup de piliers en fait sur lesquels je me suis reposé. Comme il l'a dit, en fait, dans la recherche de sa mission, il faut faire beaucoup d'introspection. Il faut s'atteler à ce qu'on aime. Il faut s'atteler à ses aptitudes, à ses qualités naturellement. Là, vous pratiquez déjà. Oui. Et vos patients, ils sont contents de vous? Alors, les clients, est-ce qu'ils sont contents de vous? Oui. Parce que la pensée dit, le jour, enfin,
Les Les 2 jours les plus importants importants. de importants votre de vie, ce votre sont les vie. jours où vous êtes né Né, et le jour où vous vous découvrez découvrez ce pourquoi C'est ça. vous êtes né. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on découvre, forcément, on est content. Maintenant, des fois aussi, on se trompe, on se blague nous-mêmes en nous disant que c'est pour ça que je suis fait, alors que ce n'est pas vraiment ça. Oui. Et vous allez voir des gens qui pratiquent et puis 10 ans après, ils se réorientent pour aller faire autre chose. Là où vous êtes là, vous avez des clients, enfin, vos patients, ce sont vos clients, puisqu'ils Oui, vous payent tout à de fait. toute Ce sont façon. des clients. Nous qui n'avons pas l'argent pour payer, ceux qui ont l'argent et qui viennent vers les génies et ingénieurs, tout ça là, quand ils payent, est-ce qu'ils sont contents du travail que vous faites? Alors, je pense que c'est le travail bien fait qui va en fait amener à savoir si les clients sont contents ou pas. Et dans chaque profession, je pense qu'il y a une évaluation qu'on fait à la fin de chaque service, en fait, qui consiste à faire quoi? Peut-être recueillir les avis des clients sur déjà la prestation des services qu'on a eu à faire. Et donc, à partir de ces évaluations, on arrive quand même à voir si On a de on l'impact a de dans ce qu'on fait l'impact ou pas. ou pas. Alors, on va Alors, prendre l'avis de Yen aussi. Yen, Oui. bonjour. Bonjour On maman, sait que bonjour le tu es- plateau. on sait que tu es dans la culture. Hein. Ouais, dans la Euh, culture, dans les médias. Et voilà, donc Ouais. tout ce qui... Voilà. Même chose aussi. Bon, moi, quand j'étais petit, hmm, quand j'étais enfant, je rêvais de devenir pilote. Hein. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah oui, ce qui n'a pas marché, c'est que finalement, je me suis rendu compte que les calculs m'ont fait défaut. Tu n'étais pas bon en maths. Ouais, j'étais pas bon en maths. Et Donc, tu veux être pilote. oh oui, bon, c'était un rêve. Quand j'ai rêve est grandi, permis. je me suis rendu compte qu'on peut rêver. Ok. Voilà, maintenant, il y a la réalité de ce pourquoi tu es sur Terre, ta mission sur Terre. Donc, le jour où je l'ai découvert, c'est beaucoup de joie. Hein. Je pense que Comment tu as découvert? je Tu me es là sens- pourquoi, je au me fait? sens Tu fais épanoui. quoi? Quel est ton... Le jour où tu as découvert ce pourquoi tu es Ouais. né, c'est quand? Bon, le jour où Et je l'ai c'est quoi? découvert, c'est quand là, c'est la première fois quand je suis rentré à la radio. Et quand j'ai commencé par faire voilà, des émissions que les gens aimaient, pour moi, ma mission, c'était de partager de la joie. Voilà. Donc, découvrir cette mission-là était vraiment une joie pour moi. Voilà, c'est ça. Donc, après, j'ai découvert d'autres choses Tout autour. tout autour de Mais à la base, c'est mais la à la radio. base, oui, c'est à la base, c'est D'accord. ça. Et tous ceux qui te suivent sont contents. Hein. Donc, tu as Ouais. vraiment trouvé ce pourquoi C'est tu es ça, né. ouais, ouais. Donc, je reviens maintenant. Les clients des ingénieurs, oui, les riches, les clients riches là, qui ne sont pas là pour dire que quand c'est lui, va super matin, à gliflana, non, je rigole, mais en vrai, est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que c'est réellement ça? S'il fallait choisir entre le métier d'interprète et l'ingénierie, comment on dit, le métier d'ingénieur BTP, quel serait le choix? C'est une question vraiment sensible pour moi. Bon, d'abord, au niveau de l'évaluation de la satisfaction, je peux dire pour le moment, bon, en général, tout se passe bien. C'est vrai qu'aucune entreprise humaine n'est parfaite et on continue d'apprendre au fil du temps, mais en général, les retours, les feedbacks sont bien quand même. Mais comme on le sait tous, il peut y avoir quelques problèmes par moment. L'essentiel, c'est de voir comment les surmonter, comment les régler. Voilà, hein, j'ai été sur des chantiers où les maçons ont fait des bêtises. Et ils ont mal peut-être coulé un poteau qu'on devait casser, reprendre. Mais ça ne veut pas dire que ça fait de moi un mauvais ingénieur. Non, c'est toujours dans l'apprentissage. On continue d'apprendre. En ce qui concerne l'interprétation et la traduction, je peux dire, là, c'est beaucoup plus... ma passion est un peu plus forte là que dans le génie civil. Voilà. Parce que l'interprétation et la traduction, je l'ai commencé depuis le collège, si je peux le dire. Voilà. Avant même d'avoir le BPC, je l'ai commencé depuis le collège. Et bon, l'ingénierie civile, c'est après le bac plus 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est venu après. La passion aussi était là, mais juste que je ne pouvais pas encore l'exercer. On ne pouvait pas l'exercer étant au collège. Mais déjà, la traduction et l'interprétation, pour moi, déjà au collège, j'étais déjà dans ça. J'étais déjà dans ça jusqu'à présent. Donc, ma passion pour la traduction et l'interprétation est beaucoup plus forte
que celle du génie civil, mais ça ne veut pas dire que voilà, je n'aime pas le génie civil, je n'aime pas le monde des constructions. Et si je devais choisir, bon, entre les deux, je donnerais la priorité à l'interprétation, à la traduction sur le génie civil. Parce que vous pouvez me réveiller à 2 heures du matin, à 1 heure du matin, il y a une conférence, on a besoin d'un interprète, je m'habille, je vous suis. Mais vous ne pouvez pas me réveiller, par exemple, à 2 heures du matin, à 1 heure du matin, j'ai besoin d'un plan, j'ai besoin d'un devis, d'un dimensionnement, je vais vous faire ça, c'est impossible. Là, j'ai besoin de plus de temps, de beaucoup plus de préparation, parce que c'est un monde purement calcul, purement technique, tout ça là. Et là, dans ce domaine, je m'efforce plus. Il y a beaucoup plus d'investissement. Je déploie beaucoup plus d'efforts. Alors que dans la tradition, dans l'interprétation, ça coule. Ça coule. C'est comme un poisson dans l'eau. Voilà. D'accord. Ben, écoutez, découvrir sa passion, c'est très important. Et comme je le dis aujourd'hui, cette émission elle est spécialement vraiment dédiée à tout ce qui peut toucher la jeunesse d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc la pensée du jour même, c'est vrai que pour tout un chacun, on a besoin de pouvoir encore et toujours découvrir pourquoi est-ce que nous sommes nés, pourquoi est-ce qu'on est venu sur Terre. Et moi, je dirais, quel que soit l'âge que vous ayez, quand vous réalisez que ce n'est pas ça, il faut essayer de changer la gamme. Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas du tout facile, mais quand on réalise que ce n'est vraiment pas ce que je veux faire, je ne suis pas sur ma voie, ce n'est pas mon chemin, eh bien, il faut avoir le courage de se regarder soi-même en face d'abord et de prendre la décision de changer de gamme. On va lire rapidement quelques messages avant de passer à autre chose. On a bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Un ingénieur technicien est-il différent d'un architecte? Oui, non, non. Oui. Bon, vous ne faites pas les mêmes études? D'abord, quand on parle de technicien, c'est bac plus 2, bac plus 3. Il faut d'abord avoir cette notion. Technicien, que ce soit en génie civil ou en architecture. Quand on parle de technicien en général, c'est bac plus 2 ou bac plus 3, soit BTS ou soit maximum la licence. Quand on parle d'ingénieur ou d'architecte, c'est bac plus 5. Maintenant, il y a une petite nuance entre l'architecture et le génie civil. L'architecture se base plus sur la conception. La conception du plan, en fait. L'architecture, c'est beaucoup plus la conception. L'ingénierie civile, c'est la réalisation. C'est deux choses différentes. L'architecte conçoit, l'ingénieur réalise. L'architecte conçoit et l'ingénieur réalise. L'architecte dessine. L'architecte, voilà, il conçoit en fait. Donc, il discute avec le client. Le client lui dit, je veux 3 chambres, salon, WC, douche, R plus 2, R plus 3, cuisine, ainsi, ça et là, c'est bien. Il vous fait la maquette, il vous réalise le plan, il conçoit le plan. Maintenant, comment est-ce qu'on va mettre cela sur pied? Son travail finit là-bas. C'est le travail maintenant de l'ingénieur. Mettre cela sur pied maintenant. Il faut maintenant dimensionner le bâtiment. La quantité de sable, ciment, gravier, les barres de fer, l'exécution revient à l'ingénieur. Mais ça ne veut pas dire que l'architecte n'intervient pas sur le chantier. Non, l'architecte peut intervenir sur le chantier pour voir ce qui est en train d'être réalisé sur le terrain conforme au plan que j'ai conçu. Donc l'architecte, c'est la conception, l'ingénieur, c'est la réalisation. Voilà, je crois qu'on a bien compris. Hein. Nous qui même, on s'est arrêté à 9 fois là. On n'est pas dans les... non, parce que franchement, quand on pense à ça, c'est qu'il y a vraiment... Il doit y avoir de la munitie au niveau du calcul et autres et tout ça. Nous on n'est pas dedans. Tu as bien fait de ne pas être pilote. Oui, non, tu as bien fait. Tu aurais fait un très beau pilote. C'est-à-dire que dans la tenue et autres et tout ça... Oui, hein. Bon capitaine. Oui, mais seulement que... Je suis content dans ce que je fais aujourd'hui. Voilà, exactement. Tu vas prendre les enfants et les jeter quelque part pour rien. Parce que pour un défaut de calcul, c'était pas bien. Ouais. Alors, je crois que M. Moïse a répondu à la question que vous posez maintenant. Vous avez dit ingénieur, c'est bac plus 5. C'est ça, hein? Vous avez fini par devenir chauve un peu, non? Je n'en sais Alors, on a ce message depuis le Bénin qui dit bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Merci pour tout ce que vous... Oui, là, franchement, mais à culpa, aujourd'hui, on a commencé très en retard et c'est spécifiquement donc dû à des facteurs voilà, qui me sont... Donc, je porte totalement le blâme ce matin. Et bonjour à vous. Donc, je voudrais poser une question. Je suis avec mes 2 neveux qui sont venus pour les vacances, qui vont repartir bientôt.
l'un vient d'avoir son bac, l'autre voudrait savoir s'il peut aussi un jour s'intégrer dans une équipe de foot. Et moi, je trouve que le faire, le français est un peu bizarre ici. Je trouve que, bon, je vais réorienter la phrase. Je trouve que s'engager, je crois que c'est ce que vous avez voulu dire, dans une équipe de foot n'est pas passible de succès. OK. Je voudrais, vu que nous vous suivons depuis Cotonou, que vous nous conseilliez rapidement afin que mes jeunes puissent comprendre et prendre exemple sur les jeunes au plateau. Bon, on a dit les jeunes au plateau. Moi, je m'ôte. On a 3 jeunes qui sont sur le plateau. On a un autre jeune qui est de l'autre côté. Papa Claude, vous êtes vieux. Il faut quitter là-bas. Donc, on va prendre déjà ce que vous avez dit par rapport au foot. Bon, on n'a pas eu le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'équipe. Donc, on a Jizou qui est avec nous, on a M. Tacho, on a Papa Claudien et puis bien sûr Bachana himself. Bachana, bonjour. Tu as... non, oui, ok. Alors, le temps que Bachana puisse répondre, parce que ce que vous dites, monsieur ou madame, c'est un peu compliqué. Quand vous dites que le foot n'est pas passible de succès, je ne sais pas. On va laisser Bachana vous répondre et puis ensuite on va partir à la deuxième partie de cette émission. Bachana. Oui, bonjour Aïcha. Bonjour Bachana. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour téléspectateurs. J'attendais aussi poser des questions. À notre ingénieur. Bachana, pardon. Laisse-nous, on va construire nos maisons. Laisse-les dans leur monde. Mais pour le moment, je réponds aux téléspectateurs. D'accord. Se lancer dans le foot ne veut pas dire aussi laisser les études. À défaut de lui trouver une école de foot, il peut aller à l'école et se chercher une équipe, se perfectionner. Il dit, ou elle dit, bon, je ne sais pas si c'est un monsieur ou un papa ou une maman, dit que le foot n'est pas passible de succès. C'est-à-dire qu'il peut ou pas ne pas réussir. Oui, c'est pourquoi je dis, si l'enfant tient à ça, donc qu'à lui trouver une école de foot. Une école de foot. Dans l'école de foot, là, même s'il échoue en tant que joueur de foot, il peut faire autre chose. C'est une école comme toute autre école. Il peut faire autre chose. Il peut devenir quelque chose dans cette école aussi et jouer aussi. Les footballeurs qui ont fait des écoles de foot, ils ne jouent pas que le foot. Oui, il y en a qui sont des entraîneurs et autres, des coachs. Oui. Non seulement ça, il y a des écoles, il peut sortir comptable aussi et puis il joue. Hein? Oui. Oui, mais excusez-moi. On les enseigne aussi, tout comme dans les autres écoles. Moi, je me mets à la place d'un parent. Quand moi, j'ai fait mon garçon, tu viens me dire que tu veux jouer au foot là. Moi, je pense à Adebayor. Hein. Je me vois dans les voitures que Adebayor va acheter à moi, sa maman. C'est pourquoi aller dans une école de foot, c'est encore mieux que d'aller sur un terrain du quartier et jouer avec l'équipe du quartier pour attendre qu'un sélectionneur peut-être ne rencontre pas un miracle. Oui. Alors rapidement, oui. Ok. Et par rapport à son inquiétude, je pense le Bénin aussi est un pays quand même un peu plus évolué de nos jours. Et il ne faut pas se jeter à l'eau comme ça. Peut-être prendre des conseils comme elle le fait déjà. Moi, je lui dirais de prendre attache avec des institutions qui sont spécialisées dans l'orientation professionnelle, en fait. Et ce sont des personnes qui, quand même, aident à retrouver un chemin à quelqu'un. Nous avons des psychologues de travail qui sont là. Elle peut en trouver là-bas, qui vont aider son enfant à avoir une orientation.
Et de là, elle saura si vraiment il sera bon ou il est bon en foot. Intégrer une école de foot. Si c'est sa passion, ça va être difficile de lui dire qu'il ne sera pas bon et qu'il doit se réorienter. Voilà. Et sur la base de ce que nous avons dit au départ ici, vous voyez, on a quand même la facilité à réaliser ce qu'on aime, à faire ce qu'on aime. Il y a des gens qui font ce qu'ils aiment, mais qui ne sont pas prospères. Hein. Oui, pas forcément que dans la passion. Tu fais ce que tu aimes, tu es dans la passion, vrai. C'est ça. Mais cette passion-là ne te rend pas forcément, ne te rend pas, parce que nous tous, attention, tout ce qu'on fait, ou tout ce que, d'une manière ou d'une autre, on veut avoir du succès, on veut avoir de bonnes choses à la fin. Tout mais voilà quoi. Ouais. Ça, c'est des réalités. C'est des réalités. Et avec, par exemple, un psychologue de travail qui va travailler avec la personne en matière d'orientation, sera à même de le lui expliquer, de lui faire comprendre ce que tu veux, quelle est ta destinée, qu'est-ce que tu voudrais en fait réaliser. Il est possible que si tu fais ça, tu peux ne pas arriver à être ci, à Alors, être les psychologues du travail, on va terminer avec ça. Les psychologues du travail, on les trouve où? Dans les universités, les écoles? Il y a des universités là-bas. Je ne maîtrise pas trop le Bénin. En général, ils sont dans les universités. Ils sont dans les organisations aussi, dans les structures peut-être bancaires, dans toute autre structure, entreprise et tout, où on recrute des psychologues. Merci beaucoup. Alors, on a bonjour mes frères, votre émission est bonne. Je suis élève au lycée Yembour. C'est où ça? D'Apaon, en classe de terminale A4. Yen, tu as créé un lycée. Alors, bonjour à vous tous, bonne émission. Je vous suis depuis Nadoba, préfecture de l'Aquéran, si je ne me trompe pas. OK. Alors, bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Dites, découvrir ce pourquoi on est né revient à dire trouver le chemin de sa destinée. Alors, ma question est de savoir, c'est par passion qu'on le découvre ou bien est-ce qu'il y a un processus pour le découvrir? Ah, mon cher, tu viens d'arriver parce qu'on en a déjà parlé à l'entame de cette émission. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. En fait, il n'est pas venu parler... Oh, le pauvre. Pourquoi y a-t-il une recrudescence de bâtiments qui s'écroulent en Afrique et ailleurs dans, et ailleurs dans le monde? Les erreurs de calcul en seraient-elles la cause? Ça peut être une partie de la cause parce que après, une partie de la cause parce que après la réalisation, après le dimensionnement du bâtiment, ce que beaucoup de personnes ne font pas sont les études géotechniques, c'est-à-dire les études du sol. Donc, tu peux bien calculer, bien dimensionner ton bâtiment. Si le sol sur lequel tu vas construire est un sol défectueux, à la longue, ça va te rattraper. Donc, beaucoup de personnes négligent les études. Un sol défectueux, c'est quoi? Un sol défectueux, c'est le sol qui n'a pas la capacité de porter le bâtiment que tu vas lui amener, d'abord. Parce que, bon, je ne veux pas être trop technique. Il ne faut pas être technique, parce qu'aujourd'hui, là, seulement, là, on ne veut pas parler de bâtiments et tout ça. Je ne veux pas être tout technique, mais il y a ce qu'on appelle en génie civil la descente des charges. C'est-à-dire, tu évalues à peu près l'impact que le bâtiment va avoir sur le sol. Et c'est en fonction de ça, maintenant, que tu vois est-ce que ce type de sol-là correspond au bâtiment-là. Donc, dans les études géotechniques, il ne faut pas les négliger. Donc, la plupart des écroulements proviennent des études géotechniques qui n'ont pas été faites. Parce que si l'étude géotechnique a été déjà réalisée, vous pouvez savoir que le sol ne correspond pas au type de bâtiment que vous allez faire. À part les études techniques et les mauvais calculs, il y a aussi l'exécution. Les gens ont mal fait. Voilà, l'exécution de l'ouvrage. L'exécution de l'ouvrage, si ce n'est pas bien fait, tôt ou tard, ça va rattraper. D'accord, merci infiniment. Toutes les autres questions... Batiana, d'accord. On va prendre la question de Batiana pour clôturer. Oui, je voudrais demander comment il explique. Et d'ailleurs, c'est ça qui décourage beaucoup de personnes pour aller vers les petits maçons du quartier ou bien les tâcherons et
autres. En fait, ça nous décourage et ça fait qu'on va vers les petits maçons. Oui. OK. Comment on peut expliquer que dans un quartier, tu vas voir plus de 1000 maisons construites par de simples tâcherons ou bien de petits maçons, niveau par exemple à 3 ou 4 niveaux, et puis voilà, quelqu'un dans le même quartier qui fait venir des architectes, des ingénieurs, et puis on construit presque le même niveau, mais après ça s'écroule. Et les autres maisons sont là. Aujourd'hui, je ne sais pas si il y a le niveau baisse ou quoi, le niveau de connaissance ou le niveau de, je ne sais pas comment le dire, de nos ingénieurs ou architectes. Dans nos milieux, il y a beaucoup d'immeubles qui sont devenus danger public. Je ne sais pas qu'est-ce qui... C'est-à-dire que ce sont des immeubles qui sont réalisés par des professionnels, oui, des professionnels, mais qui ont des problèmes. Des problèmes. Et la plupart, c'est des immeubles abandonnés. À quand on va casser, on ne sait pas. S'ils veulent vraiment casser, on ne sait pas. Et ces immeubles sont toujours là. Je pense que c'est ce qu'il disait peut-être tout à l'heure aussi. On peut peut-être bien dimensionner, mais si on n'a pas supervisé les gens qui ont travaillé, ces gens-là peuvent mal exécuter. Bien, je me trompe. Oui, bon, juste pour un peu renchérir sur ce que j'avais dit au préalable. Vous savez, lorsque le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client, fait appel à un ingénieur, le maître d'œuvre, pour réaliser un projet, en temps normal, l'ingénieur seul avec son équipe n'est pas censé tout gérer. En temps normal, vous allez voir sur les grands projets, les projets à grande envergure, il y a ce qu'on appelle une mission de contrôle. Ce sont des gens qui passent pour... Voilà, pour superviser. Est-ce que l'ingénieur fait vraiment son travail? Est-ce que l'ingénieur respecte vraiment ce qu'il a dit? C'est en temps normal. Mais vu les réalités... Oui, parce que là, mon cœur bat. Parce que si déjà, je vais économiser à les faire prêt, et puis je viens prendre un ingénieur qui va superviser d'autres personnes, je paye l'architecte, l'ingénieur, comment on les appelle, les autres qui vont réaliser. Et puis, je dois encore payer celui qui va venir superviser. J'ai parlé des projets à grande envergure. Donc pour nous, là, comme ça, on n'en a pas besoin. A priori, vous n'en avez pas besoin. OK. A priori. Okay. Mais si vous avez les moyens de vous l'offrir, pourquoi pas? On va faire une autre émission. Parce que là c'est chaud. Je vous en prie. Parce que vous envoyez plein de messages. Mais on n'est pas là pour parler ingénierie ce matin. Ne sois pas, Bachala, garde ça. On va prévoir tu as touché, oui, on va toucher un point. On va toucher ce point-là dans une autre émission spéciale, je t'en prie. On a bonjour Nectar. Bonjour. Buenos días. Comment on dit? Mais bon, ok. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy estoy bien. J'ai fait l'espagnol, hein, j'ai oublié, c'est tout. Muy estoy bien. Voilà. Cette question de futur... Non, pardonnez, voilà. Merci infiniment. Alors, pour cette question du futur footballeur, c'est du ressort des centres de formation de foot. Alors que ce parent s'adresse à une institution qui gère cela. Merci infiniment. Bonjour à toutes et à tous. C'est Bia Kokou depuis Sokodé. Bonne émission à Bachana. Comment? Bia. Alors, la plupart des écoulements, on va faire une émission spéciale. Ah oui. On va aller avec... Il y a un problème. Il y a un problème. Oui, il y en a beaucoup quand même. Hein. On va pas citer même certains immeubles. Bachana, moi, m'a fait découvrir certaines choses il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de choses en dessous. Hein. On ne peut pas juste survoler ça comme ça, en fait. Alors, on va aller au jingle, au spot, et puis juste derrière, on va se retrouver pour le débat du jour. Septembre 2023, gigantesque atmosphère de célébration à Lomé.
La mission internationale Hôtel de Bethel présente Niab Koya dans une grande soirée de louanges et d'adoration. Fiala, 2e édition. Un moment intense dans la présence du Seigneur. Une soirée pour honorer le roi de grâce. Jean Capilou, Eric Axe, Collis Newman et Maouto Tété seront aux côtés du majestueux groupe Niab Koya pour vous faire vivre un moment singulier dans la présence du roi des rois. Tous au Palais des Congrès de Lomé ce dimanche 17 septembre 2023 à 15h. L'entrée est libre et gratuite. Contact 99 10 17 98 ou 93 79 62 70. Fiala, le roi de gloire est digne de louanges et d'adoration. Notre débat du jour, on l'a dit à l'entame de cette émission, on va vraiment s'intéresser, on s'intéresse à la jeunesse et surtout au fait que la rentrée scolaire de cette 2023-2024 s'annonce dans quelques jours. On a constaté, on a reçu beaucoup de messages de parents, des témoignages, des choses qui se passent et qui malheureusement font qu'aujourd'hui, la sonnette d'alarme doit être tirée, d'où l'organisation de ce débat-là. On va laisser les dames dire bonjour d'abord avant d'aller au seul monsieur. Où sont tes enfants? Ils sont restés à vivre à l'école. Non, tu n'as rien ramené de connecté aujourd'hui. Il y a des trucs dans les salles. Ben voilà, c'était important. Bonjour Florence. Bonjour Aïcha, bonjour chers téléspectateurs. Ça, c'est ma gossue. Et quand elle est passée la fois, elle a envoyé encore ma deuxième chaussure. Tu as envoyé l'autre. Tu m'as amené. Je voulais dire qu'elle a toujours de belles chaussures. De magnifiques chaussures, quoi. Je n'aime pas ça. Hein. On est toujours dans le mood de mon anniversaire. On fait comment? Parce que ça, là, on va gérer ça tout à l'heure. Bonjour. Bonjour Aïcha, bonjour à tout le monde et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour. Présentation. Bon, je suis le docteur Ingrid Kenyé, votre médecin passionné, votre gynécologue obstétricienne, d'accord. Donc c'est toujours avec un plaisir que je suis là, ce charmant plateau animé par notre jolie, magnifique, joviale. Quand tu vas me donner les chaussures là, ouais. Qui aime tant mes chaussures, qui aime tant mes chaussures. Donc merci encore pour l'invitation et puis. Merci infiniment d'être en notre compagnie. Alors le thème du jour, c'est comment se protéger des mauvaises compagnies en tant que jeune. Comment se protéger des mauvaises compagnies en tant que jeune. Comme on le dit, j'ai essayé de titiller un peu nos deux premiers invités, M. Moïse et notre cher psychologue, pour savoir si déjà, collège, lycée, et je ne sais pas si c'est, ils sont suivis par leurs charmantes, ils sont suivis par des gens, mais en tout cas, ils ont dit qu'ils étaient très réglo. Pas de tricherie. Si vraiment ça ne va pas, s'il te plaît, est-ce que tu peux me montrer? Il n'y a jamais eu vu avec eux. Il n'y a jamais eu un conseil de discipline. Ils n'ont jamais fait l'école buissonnaire. C'est-à-dire, ils n'ont jamais dit au revoir, maman, mais n'ont jamais dit bonjour, monsieur, ou bonjour, madame à l'école. Ils ont été très corrects. Voilà. Donc, avant même qu'on entre dans le vif du sujet, je sais que ma chérie docteur, pour être docteur, c'est qu'il faut vraiment être, donc, quand même, entre lycée et collège. Il n'y a jamais rien eu de... Quel genre d'élève? J'étais un élève exemplaire. Voilà. J'étais vraiment Jeanne l'école. Si on peut dire ça comme ça, paraphraser. J'étais une Jeanne l'école. C'est-à-dire, c'est l'école et c'est que l'école. C'est pour ça que tu es vers la gynécologie, là. Les vrais vont parler. Yeah! Je ne pourrais pas dire que j'étais correct à 100%, parce que je me rappelle que quand j'étais au CM2, je m'intéressais déjà aux semaines culturelles du collège. Yeah. Donc un jour même, il y a une semaine même, je me suis déclaré ma semaine culturelle. Je n'étais pas venu au cours, j'étais parti faire ma semaine culturelle avec les collégiens. Et après, le maître m'a bien fessé. C'était important. Merci, monsieur. C'était important que c'est pas bien. Et puis au collège aussi, entre 5e, 4e, je ne sais pas si c'était la passion pour le foot. Hein. Je suivais un ami, on jouait dans les quartiers. Des fois, je n'étais pas correct à 100%. Tu laissais l'école?
Je l'ai, oui, j'ai laissé Pour aller l'école jouer au pour aller jouer à la plage, parce qu'on n'était pas loin de la plage, oui. Ah. Donc, pour aller jouer à la plage, mais c'est pas que j'étais intelligent quand même. Je ne parle pas je ne doute point de l'intelligence de ce qui veut dire que les compagnies, oui, quand on ne sait pas à qui on a affaire, on se verse des fois dans ce qu'on n'aime pas. On n'aime pas. Et puis, au lycée aussi, des fois, je pense qu'à chaque étape, primaire, collège, lycée, j'ai eu quand même des gens que j'ai suivis qui ne m'ont pas, entre griffes, fait du bien. Mais moi, je dirais que ça m'a permis quand même de découvrir certaines choses. Pause là-bas. Je vais revenir dessus. Landry. Moi, si moi j'ai été un élève exemplaire, je ne sais pas. En quoi, je ne sais pas. Mais bon, j'ai été un élève parmi tant d'autres, tu vois. Exemplaire quelquefois, bondi quelquefois. Et oui, qui a vécu ce dont Yen parle? Parce que des amis, peut-être que toi-même à la base, ce n'est pas ton éducation. Tu n'es pas comme ça. Et puis un ami te dit, viens là-haut, c'est toujours toi, trop sérieuse, trop sérieux, viens, on va aller faire ceci, on va aller faire cela. Ce n'est pas forcément, c'est-à-dire que le parent, à la maison, il se dit, mon enfant est ici. Mais ton ami te dit, viens, on va aller là. Qui a déjà eu cette faiblesse d'esprit, si je peux l'appeler ainsi, de se laisser convaincre et de faire quelque chose qui était contre la volonté des parents? Non, moi pas, moi jamais. J'ai été souvent à l'école. Je suis sorti. Attention, la phrase que tu viens de sortir, tu as été souvent à l'école. Ça veut dire que pas tout le temps. Oui, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas les gens qui vont influencer la sortie. Donc toi, c'est toi-même. Ok. Donc on va bien séparer les choses. Donc toi, tu étais mauvaise compagnie. Ok, d'accord. C'est toi qui entraînais les autres. Bien. Alors, on parlait avec Florence la fois dernière en off et on sait qu'elle est très... J'adore sa façon d'être avec ses enfants, en fait. Mais oui, c'est une maman extraordinaire, 2.0 comme on n'en a plus de nos jours. Mais justement aussi, est-ce que, surtout pour nous les filles, est-ce que tu avais des bonnes compagnies, de mauvaises compagnies? Si oui, comment tu as intégré l'une ou l'autre? Merci Aïcha. En réalité, en classe de 3e, j'ai vécu une expérience qui m'a marquée. Je ne dirais pas une mauvaise compagnie, mais c'était une cousine que j'adorais beaucoup. Et je l'adorais par sa forte caractère. Son fort caractère? Oui, son fort caractère. Elle était, je dirais, très belle. Elle était très belle, je vais taire le nom. Et on était du même promotion d'âge. Donc, elle me dépassait en moi, en fait. Et donc, moi, j'étais à la base, je suis très casanière. Et je fais des amis difficilement à la base. Depuis l'enfance, j'aime rester dans mon coin toute seule. Et donc, vous faites face alors, les coignards. Et donc, puisque je l'appréciais, j'étais son fan, on a commencé par tisser des amitiés. Et là, ce qu'elle a fait qui m'a beaucoup marqué, c'est... En ce moment, moi, je ne connaissais pas encore garçon. Mais elle, si. Et donc, elle m'entraînait dans des sorties, bien que je n'aime pas trop sortir. Et un jour, on était partis en boîte. J'avais même fui. J'ai mis mon cahier dans... C'était ma première fois. J'ai mis mes cahiers dans mon sac et j'étais partie chez elle. On est parti en boîte. En tout cas, je ne savais pas qu'on partait en boîte. Et après, à la sortie, elle a échangé avec ses amis copains qui devaient aller me déposer à la maison, mais je me suis retrouvée dans la maison du copain. Mais je n'étais pas saoule, je n'avais pas bu. Et le jour-là, moi et le garçon, on s'est tellement battus que j'ai dû le cogner avec quelque chose à la tête. Il saignait et j'ai fui pour rentrer chez moi. Je pense que depuis ce jour, j'ai fui les compagnies et des cousines et des filles. Mais ça m'a vraiment marqué quand même. Alors justement, on en parle parce que les mauvaises compagnies aujourd'hui détruisent énormément. Je vais vous partager tout à l'heure un témoignage.
et bizarrement, qui est un peu semblable à celui de Florence. Mais moi, je voudrais te demander, parce que est-ce qu'on peut éviter une mauvaise compagnie? La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais est-ce qu'en vrai, c'est une question pour tous? On va commencer donc par Dr Kenny et puis on va aller à tout le monde. Est-ce qu'on peut en vrai éviter une mauvaise compagnie? Merci Aïcha. Comme l'écrivain et psychologue John Rhym le dit, nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. C'est-à-dire que si dans mon cercle d'amis, j'ai des fumeurs, j'ai des alcooliques, j'ai des paresseux, je risque de finir alcoolique, tabagique et puis paresseuse, d'accord? C'est-à-dire, je me définis, je définis mes priorités, je définis où je veux aller et avec ça, j'essaie de choisir qui j'accepte dans mon cercle de vie. Parce que ce sont ces différentes personnes qu'on accepte dans notre cercle de vie qui peuvent nous détourner ou bien qui peuvent nous pousser à aller de l'avant. Je prends un exemple. Dans une salle de classe, il y a le premier et puis il y a le dernier. Le dernier, ce n'est pas forcément parce qu'il a des mauvaises notes qu'il est dernier, mais il peut être dernier parce que constitutionnellement, il n'est pas fait pour l'école. Ce n'est pas tout le monde qui réussit avec l'école. D'autres réussissent avec les doigts. Il y a des artisans qui n'ont même pas le CEPE, mais lorsque vous voyez ce qu'ils produisent comme produits artistiques, c'est juste waouh. À côté, le premier de la classe, celui qui a toujours eu 15 de moyenne, finit un rienton demain dans la société. Donc je dis ceci, il y a le premier de la classe, quelles sont ses valeurs? Est-ce que c'est juste écrit? Oui, monsieur, je vais répondre, et puis après c'est fini. Ou bien est-ce qu'il va vers les autres? Est-ce qu'il apprend des autres? Est-ce qu'il s'ouvre? C'est très important. Pour nos enfants également, c'est très important. Donc moi, je dis ceci, c'est que je définis mes valeurs, je définis mes priorités et je définis ainsi le cercle qui sera autour de moi. Je décide de dire, telle personne, je remarque qu'elle fréquente beaucoup les garçons, c'est-à-dire lorsqu'on est au lycée pour les jeunes filles, elle est tout le temps en compagnie des garçons, bien c'est elle qui met les petites jupes. Je n'ai pas dit mettre les petites jupes, c'est une mauvaise chose en soi, mais l'habit, on dit l'habit définit qui tu es. Si tu t'habilles toujours en petite jupe, on dira que toi, on t'a classé dans la catégorie des HAO et puis c'est fini, quoi. Docteur, tu es de retour. Excusez-moi. Donc, ce il dit quoi? Je définis mes priorités, je définis qui je mets dans mon cercle de vie. Et je pense que c'est possible d'éviter les mauvaises compagnies. La dernière fois, je disais que l'ambiance ou bien la relation d'amitié qu'on a créée avec nos enfants à la maison les conditionne également. C'est-à-dire qu'ils sont à l'école, ils se rendent compte qu'il y a tel ami qui vient aujourd'hui. Oh, aujourd'hui, quand je venais, j'ai pris 500 bien 1000 francs dans le porte-monnaie de ma maman. Je sais que chez moi, on m'a dit que voler, ce n'est pas une bonne chose. Mais parce que je côtoyais cette personne, je vais faire l'effort de m'écarter. Mais pour m'écarter de cette personne, je peux aller à la maison et dire, maman, tu sais, mon ami X, aujourd'hui, m'a dit qu'il a fait ça. Maman te dira, dans ce cas, il faut le fuir. Ce n'est que comme ça que petit à petit, on va permettre à ces enfants-là de grandir et demain, ils pourront prendre des décisions. C'est-à-dire, moi, je suis une travailleuse, au service, on me connaît. Je n'aime pas des filles feignantes. Ça, je déteste cela à un point où les gens arrivent à me détester pour cela. Je le prends comme ça, mais je dis, la manière dont nous prenons les femmes, déjà, c'est à nous de relever le niveau, de dire, voilà, on peut. Et quand je dis on peut, ça veut dire toute personne, toute fille qui vient dans le service, que ce soit des internes, que ce soit des premières années, ou bien toutes celles qui sont inférieures à moi en matière d'école, d'accord, je fais l'effort de les tirer vers le haut, d'accord. Et ce n'est que comme ça que ces autres-là vont insuffler ce style de vie autour d'elles. Donc, c'est possible d'éviter les mauvaises compagnies. Oui. Alors, avant de prendre votre rapport, on a reçu un message sur lequel je voudrais que vous me disiez si c'est mauvaise compagnie ou pas. C'est un papa qui envoie son enfant pour aller lui acheter, comment on appelle ça, concombre, c'est quoi? Le véret. C'est quoi véret? Landry, toi, tu es une mauvaise compagnie. C'est Sodabi. Du Sodabi, en fait. Voilà. Et à force, l'enfant a commencé et aujourd'hui, l'enfant achète les... Vous savez, on met de l'alcool en sachet. Il achète ça
pas à la maison, parce que la seule et unique fois que sa maman a senti quelque chose comme ça, la maman dit qu'elle l'a tellement battue que, mais aujourd'hui, elle a des retours que l'enfant, il ne boit pas à la maison, mais il s'en va, quand il va, il achète. Et comment est-ce que la maman a eu le retour? Là où elle vend, elle a une autre camarade qui vend, dont la fille également est dans la même école que le jeune garçon. Et donc, le jeune garçon, il entraîne d'autres amis et il en a donné à la fille. La fille a refusé, c'est la fille qui est venue raconter à sa mère et la maman fait le retour à son ami. Maintenant, qui est mauvaise compagnie? C'est le père qui est mauvaise compagnie dans cette situation ou c'est qui? C'est le père. À qui la responsabilité? Moi, je dirais que la faute, c'est au père. La responsabilité, c'est au père. Mais la mauvaise compagnie, ce n'est pas au père. Parce qu'on nous enseigne que quand tu envoies quelque part, tu reviens, tu fais un CR. Je rappelle que le petit a 11 ans. Oui. Et qu'il est à l'école primaire. À 11 ans, tu es censé, on t'envoie, tu fermes les yeux, tu vas et tu reviens. Tu n'es pas censé prendre ça. Tu n'es pas censé. Parce qu'on n'a pas dit, quand tu y vas, vois un peu, reviens. Non, ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Quand ta mère t'envoie dans ta chambre, il dit, prends le pain qui est bleu, ramène-le. Donc tu prends le pain, tu ramènes, et après, si tu as quelque chose à dire, tu dis quelque chose. Donc ça part de la base du respect. Moi, je trouve ça que c'est l'enfant qui a désobéi à son papa. Donc pour toi, ok. Oui. On va prendre l'avis du psychologue avant de venir. D'accord, merci beaucoup. Et je pense, comme il l'a si bien dit, la responsabilité, c'est au père. D'accord? C'est au père. Et il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû. Et si lui, non, il Landry dit la responsabilité est au père, mais la mauvaise compagnie, c'est l'enfant même. C'est-à-dire que c'est la faute de l'enfant même. Oui, c'est l'enfant qui se décide. Oui. J'en viens. En fait, l'enfant qui se décide, s'il dit l'enfant n'aurait pas dû, en fait, il aurait dû obéir. C'est vrai, sur la base du respect, de l'obéissance et tout, il a désobéi. Si c'est pas normal. Mais à 11 ans, en fait, c'est déjà la puberté. C'est déjà, en fait, des comportements adolescents qui commencent. C'est déjà la curiosité accrue. Alors, ce truc que papa m'envoie payer, c'est quoi? Pourquoi tout le temps, il m'envoie? Peut-être même quand je reviens, il ne me dit rien. Il prend. Mais moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je vais goûter. C'est la curiosité, en fait, de l'enfant. Et là, le papa, en fait, est supposé savoir ça. Il est supposé, en fait, enseigner à cet enfant-là, ben, tiens, en fait, ce truc que je t'envoie payer, c'est pour les grands, hein, c'est pour les adultes. Il ne faut pas, en fait, tenter. Il ne faut pas utiliser. Parce que ça peut avoir telle conséquence sur toi. Et donc, là, à partir de ce moment, je ne pense pas que cet enfant allait commettre cet acte-là. Vous voyez? D'accord. Et donc, tout part de l'éducation, en fait. Donc, pour vous, c'est vraiment le père. C'est vraiment le père. C'est pas le... Oui, parce qu'il y a en fait des aspects que des enfants, il y a des enfants qui ne maîtrisent pas encore. Il y a des enfants, certes, il est en adolescence, mais est-ce que son âge mental lui permet quand même de comprendre? Non. Monsieur Moïse? Bon, la faute revient au père pour moi beaucoup plus parce qu'il n'est pas vraiment un modèle parfait du message qu'il veut véhiculer à son enfant. Je m'explique. Aujourd'hui, les enfants apprennent plus par les actes de leurs parents. Tu peux bien dire à l'enfant, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tant que l'enfant te voit faire, il va le faire. L'enfant copie exactement ce que son parent fait. Donc, l'enfant aussi, on ne pourra pas trop le blâmer, comme le psychologue vient de le dire. C'est la curiosité. Il va chercher à savoir ce qu'il y a dedans. C'est vrai que tout le monde ne le fait pas. Moi, j'étais enfant, m'envoyait acheter la même chose, mais je n'ai jamais goûté. J'étais enfant, m'envoyait acheter de la cigarette, mais je n'ai jamais fumé. Donc, le degré de curiosité varie selon tout le monde. Mais il faudrait que le père même soit un modèle de ce qu'il veut que son enfant soit. S'il voit en fait que son envie de consommer l'alcool à la maison est incontrôlable, il peut carrément le faire sans passer par l'enfant. Là, il n'y a pas de souci. Mais tant qu'il le fait en présence de l'enfant, tu ne peux pas faire quelque chose et interdire à ton enfant de le faire. C'est bizarre. C'est bizarre. L'enfant va dire quoi? Et le psychologue est là. L'interdit attire toujours. L'interdit attire toujours. Quand il dit ne fais pas ça, pourquoi je ne dois pas faire cela?
il y a quoi dedans? Il y a c'est quoi les dedans? enfants d'aujourd'hui. C'est pas les Sinon, enfants d'aujourd'hui. non, non, C'est pas les non, enfants non, d'aujourd'hui. non, Même non. dans la Je suis Bible, d'accord. quand on a dit à Adam de ne pas manger le fruit là, il ne devait pas aller manger. Non, 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 non. Non, L'interdit Badiana. attire toujours. Nous Enfin, là, une quand personne mature. nos parents, quand maman te dit ça là, tu fais pas. Parce que tu crains tellement ton père ou ta mère, tu respectes tellement ta mère. Elles le font à côté, en cachette, sans que le parent ne le sache. Non, il faut que le parent soit vraiment modèle de ce qu'il veut être. Pour la petite soeur, moi, je me rappelle, ma mère m'a toujours dit, je ne veux pas que tu consommes de l'alcool. Mais elle-même en consommait. Je l'ai une fois demandé, bon, tu ne veux pas que je consomme de l'alcool? Pourquoi c'est toi-même tu en consommes? Quel exemple tu me donnes en consommant, en me disant de ne pas consommer? Je l'ai appelé pour la faire. Tu ne peux pas te tenir devant ton papa pour dire, voilà. Tu es qui pour ouvrir la bouche? Voilà, je l'ai appelé pour dire, si tu ne veux pas que je consomme de l'alcool, pourquoi toi tu consommes? Quel exemple concret tu me montres? Si tu ne veux pas que je consomme de l'alcool, ne consomme pas aussi. Là, je saurais que c'est un truc qu'on ne doit pas consommer. Mais tant que tu fais quelque chose, l'enfant est là pour imiter son parent. Le parent, le premier modèle de son enfant. C'est pourquoi vous allez voir une personne, on dit, il est le reflet. Il est le reflet de son père, le reflet de sa mère. Donc, tu fumes, il y a la probabilité de 90% que ton enfant va fumer. Sauf s'il se connaît lui-même, il se ressaisit au fil du temps. Donc, le parent n'a qu'à être un modèle concret pour son enfant. S'il ne veut pas que son enfant fume, s'il ne veut pas que son enfant s'amuse avec l'alcool, il n'a qu'à éviter de consommer l'alcool en présence de son enfant. Tout simplement. Florence? Terrassé. Eh bien, Aïcha, je suis d'accord avec tout ce qu'on vient de dire, tout ce que les apports des uns et des autres. Mais personnellement, je voudrais juste vous rappeler que moi, ma grand-mère, j'ai vécu avec ma grand-mère dans mon enfance et elle faisait le commerce du sodabi. Elle préparait du sodabi. Je sais préparer du sodabi. À l'âge de 8 ans, je peux déjà préparer sodabi sans l'aide de personne. Toi, tu pouvoir, quoi. Ouais. Sans l'aide de personne. Et ma grand-mère voyageait même. Et c'était moi qui étais en charge. Et c'est à travers l'odeur qu'on connaît les différentes étapes de sodabi. Mais je n'ai jamais goûté dans mon enfance. Les gens venaient en acheter, en prendre devant nous, mais je n'ai jamais goûté. Alors, c'est juste pour dire que tout dépend de l'éducation, même si le papa en prend, tout dépend de la manière dont le père est à la maison, les valeurs qu'il inculque en l'enfant, et ça va aussi de soi avec la mère. Ça va de soi avec la mère. Moi, j'ai vécu une situation très difficile au foyer. Et je vivais avec... j'ai partagé mon foyer avec mes beaux-frères qui n'avaient pas de comportement très correct. Mais j'étais derrière mes enfants pour leur dire que ce comportement de votre oncle n'est pas l'idéal. Ce qui fait que mes enfants même étaient, je dirais, des personnes qui sensibilisent leurs oncles en leur disant ne faites pas ci, ne faites pas ça. À un moment donné, ils sont même partis voir leur papa pour dire je veux que mon oncle quitte. Parce que ce que mon oncle fait n'est pas la même chose que notre maman nous dit. Et à l'école également, on nous dit que ce que mon oncle fait est mauvais. Donc, tout dépend aussi de l'enfant, de l'environnement dans lequel l'enfant grandit à l'extérieur de la maison. Alors, si la maman a déjà remarqué ça, c'est bien de se prononcer. Elle est en train de chercher des solutions. Moi, je voudrais tout simplement la dire d'être à l'écoute de son enfant, pas crier, pas taper, mais d'expliquer aux enfants, parce que les enfants ont besoin de comprendre. Les taper, ça ne change rien. Il faut les expliquer pourquoi lui ne doit pas prendre et pourquoi la personne qui prend, c'est une addiction. Il faut l'expliquer à l'enfant que c'est mauvais. Et il faut expliquer à l'enfant tous les dégâts que ce comportement peut causer dès son jeune âge ou après son âge adulte.
Donc, c'est vraiment un travail qui est... Un lourd travail à faire. Avant de poursuivre, on a bonjour le plateau. Bonjour. Je pense qu'on peut éviter la mauvaise compagnie par la détermination dans sa tâche parce que c'est lorsqu'on néglige ou paresse qu'il se peut qu'on cherche des compagnies et on finit par tomber sur une mauvaise. Alors, 2, par l'étude approfondie des comportements de celui ou de celle qui est notre ami. Ange depuis Atakwame, merci beaucoup. On a bonjour à vous tous. C'est une question de mission sur la terre. Moi, mon père et ma mère m'ont toujours envoyé pour leur acheter du sorabi. Mais je n'ai jamais pris cette boisson jusqu'à aujourd'hui. Et malgré cela, je suis aujourd'hui papa. De la part de monsieur Eloi. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour mon homonyme docteur Ingrid. Merci pour l'accompagnement que vous m'avez réservé. J'ai une question. Certaines personnes sont tellement habituées qu'on n'arrive pas à les ramener à la raison. Comment procéder pour les sauver? Merci, j'arrive, on va venir sur ça. Bonjour à tous. La toute première arme de protection contre les mauvaises compagnies est l'obéissance aux parents. C'est écrit en grandes lettres. Mon ami c'est Guinée, non? Bravo. L'obéissance aux parents. Oui. Après cette étape d'obéissance aux parents, il faut une vraie prise de conscience et il faut être un homme de principe. Ça, c'est par rapport aux parents. N'oublions pas non plus que les parents aussi peuvent être victimes de mauvaises compagnies et peuvent aussi constituer une mauvaise compagnie pour leur cercle familial. Oui. OK. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je dis qu'une mauvaise compagnie n'existe pas. Ça dépend de qui tu es et de ce que tu veux faire de ta vie. Car voyez-vous, même les mauvaises personnes ont des choses à nous apprendre qu'eux-mêmes et des événements avec... Le français est un peu compliqué ici. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. S'il vous plaît, un parent est né pour être un modèle. Ne nous cachons pas derrière quand on t'envoie, tu dois t'envoyer. Tu dois t'envoyer parce qu'on t'a appris que quand on t'envoie, tu dois t'envoyer. Donc, si tu ne sais pas qu'on t'a appris que tu dois... si tu ne sais pas qu'on t'a appris que tu dois t'envoyer, comment pourrais-tu, lorsqu'on t'envoie, savoir comment t'envoyer? Vous avez même le mot envoyer. Comment ça... Comment t'envoyer? C'est un slammer. Tout part de la base du parent. Si le parent ne se décide pas en sachant qu'un enfant est un être humain qui doit être un modèle pour lui et ne jamais baisser les bras par rapport à son enfant, l'enfant, quelle que soit la bonne éducation, sera soit une mauvaise compagnie ou ira toujours dans les mauvaises compagnies. Je vous donne un exemple. Je vais taire le nom de l'école. Mon fils va dans une école, voilà, où on leur vend des bonbons qui sont en fait des bonbons drogués. Mon enfant a commencé par se sentir bizarre et le comportement à la maison nous étonnait aussi. Lorsqu'on est allé, on nous a dit que notre fils prenait de la drogue. Nous sommes revenus, on l'a fait asseoir, on lui a posé la question, il a tout juré, il a tout nié. Ma femme a commencé à l'observer petit à petit, à voir les choses qu'il mange, les choses qu'on n'a pas l'habitude de lui donner. Quand on lui a demandé, il a dit qu'il a l'habitude, ils ont tous l'habitude de sortir en deuxième récré pour aller acheter de nouveaux bonbons, qu'il aime ça, ça lui permet de tenir jusqu'à la fin des cours. Et c'est comme ça que nous avons découvert que ce sont des bonbons vendus par... Même des professeurs, c'est compliqué. Donc, c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir délivrer nos enfants de toutes ces sales addictions. Oui. Alors, Monsieur Bonbon. Désolé. Wow, c'est chaud, hein. Juste à écouter ce témoignage, ça me fait froid au dos, en fait. Ouais. À quel point cette génération, bien ce monde couvre vraiment à sa perte, dans le sens où il y a plus, on ne fait même plus regard par rapport à la société qui va venir. Parce que déjà, à l'enfance, on inculque à l'enfant des valeurs et des mœurs pour que la société puisse perdurer par le temps. Mais là, je viens de me rendre compte qu'en vrai, on est en train d'habituer cette société-là aux vices,
les plus ignobles possibles à faire. Mais est-ce que vous savez aussi que des fois, même en tant que parent, tu as beau tout faire pour ton enfant, même le mettre dans une école dite de bonne réputation, surveiller ses amis et tout, mais si l'enfant... Est-ce que les gens peuvent naître avec, je ne sais pas, un amour pour le mal? Je ne sais pas, oui. un penchant pour... on peut naître avec, ça peut être... Oui, Aïcha, un téléspectateur a envoyé ce type de message. Tout est question de mission de vie. Les gens naissent... Donc, il y a des gens qui naissent pour le mal. Oui. Oui. C'est Dieu qui a... Je ne sais pas, mais... Parce qu'on connaît tous la célèbre le philosophe qui dit tous les hommes naissent bons. C'est la société qui les corrompt. Oui. Si tu es bon, quelle que soit la société dans laquelle tu vis, tu seras bon et tu vas impacter cette société-là. Tout est question d'objectif et de vision dans la vie. Il y a des gens qui veulent faire du mal. Eux, ils aiment ça. Ils aiment faire du mal. Oui, des obsédés, par exemple. Ils aiment ça. Ça leur fait plaisir de torturer les gens, les autres. Le psychologue va peut-être réagir parce que on en parlait aussi la fois dernière quand vous étiez là, Dr. Ken. Des fois, c'est forcément quelque chose qu'on a vécu. Il y a toujours un problème basique. L'environnement basique peut nous influencer. Sinon, naître pour faire du mal... À part l'autre qui va venir. Je ne pense pas. Alors, on a ce message qui dit « Bonjour, j'ai vécu la même chose. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de pouvoir fuir. Et le monsieur a... Excusez-moi. Et le monsieur a abusé de moi. Le pire n'est pas cela. Le pire, c'est que mon ami qui a eu le complot avec lui aujourd'hui pour me faire ce genre de problème me menace souvent en me demandant des choses que je dois lui donner, sinon elle risquerait d'en parler à ma maman. Ma mère la prend vraiment pour une fille exemplaire et ma mère est d'accord pour qu'à chaque fois elle vienne à la maison parce que quand elle vient chez nous, elle joue vraiment à la sainte. Aidez-moi s'il vous plaît. Va raconter tout à ta maman. Bon, moi je vais peut-être partager la suite de mon histoire avec elle. Une fois que je me suis libérée du monsieur, je suis allée directement voir ma copine. Je l'ai tabassée correctement. Parce que moi, Tabassement. Personnellement, je m'en fous de ce que ma mère peut penser, de ce que les autres peuvent penser. Mais quand j'ai mal, j'agis. J'agis tout court. Tu l'as pas tabassé. Oui, correctement. Il ne faut pas qu'on se fasse tabasser un jour ici. Non, moi je l'ai bien tabassé. Ouais. On a grandi. Mais la dernière fois même, on s'est vu au grand marché. Elle criait mon nom, elle m'a salué. J'ai dit non. Mais j'ai pas toujours oublié. Tu me salues pas. C'est comme ça. Non, moi je pense que c'est comme ça. Ce plateau est risqué. Hein. Non, mais sérieusement. Elle savait préparer du salami à 8 ans. Hein. Donc tabasser. Comment est-ce qu'il faut réagir quand même? Et avant de réagir à ça, on a aussi ce message pour vous, docteur, qui dit bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais aussi que vous parliez de ces couples qui ont l'habitude de faire l'amour en présence de leur enfant. Bachana, c'est quoi tu dis là, Bachana? Pourquoi faire? C'est pour prouver quoi? Non, attendez, parfois c'est pas souci d'espace. Il faut créer le cadre. Oui. Non, il y a des gens qui vivent dans une entrée couchée, c'est comme ça on dit. Oui, je suis d'accord. Monsieur l'a cité. Les enfants jouent. Oui. Vous pouvez Micro, docteur. Je dis en journée, les enfants jouent. Vous pouvez faire vos ébats sexuels. La nuit, vous dormez. Parce que quoi qu'on dise, ces enfants-là que vous voyez couchés, qui dorment là, vos petits bruits là vont les réveiller. Mais c'est clair. Et demain, vous serez étonné que vous avez une fille et un garçon et vous venez les voir en train de faire des choses. Non, c'est de grâce. N'ayons pas de rapport sexuel.
devant nos enfants. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas un exemple pour eux. Ils n'ont pas besoin de ça pour grandir, sincèrement. La société est assez difficile pour que nous, parents, à la maison, nous ajoutons cela, quoi. Créons un cadre, allons ailleurs. Il y a des chambres de passage. C'est vrai que ce n'est pas toujours l'hygiène, mais pour le bien de vos enfants, sincèrement, arrêtons ça, quoi. Moi, j'ai une question à poser. Est-ce que ces parents qui font ça, là, ils seront d'accord que cet enfant fasse l'amour devant eux? C'est à eux de répondre. D'autres personnes, non. Alors, je ne crois pas. Alors pourquoi faire ça? Je crois que quand on devient parent, il faut savoir que beaucoup de choses ont changé. Oui. Là, ils sont encore un peu dans leur jeunesse ou bien dans la partie numéro 1. C'est compliqué parce que ce sont des personnes... Moi, je ne veux pas donner une excuse, je suis totalement contre. Mais il y a des gens qui vivent des réalités. C'est-à-dire, ils sont dans... Quand vous voyez même la pièce, c'est une seule pièce pour une famille de 7 personnes, par exemple. Et chacun, le papa est peut-être un conducteur de moto, la maman vend de la bouillie. Enfin, ils ont des... Donc, c'est comme tout couple, c'est quand ils rentrent qu'ils sont ensemble, en fait. Et pour eux, ils se disent que les enfants dorment. Bon, on ne va pas excuser ça, mais il faut trouver une solution. Alors, on a ce message qui dit « Bonjour à vous tous. Bonjour. Le thème est trop bon, mais s'il vous plaît, franchement, il reste encore beaucoup de choses à dire. Il faut le refaire. On va le refaire. » Et il poursuit en disant « J'ai un témoignage. Mon frère s'est fait ami avec un garçon qui a une influence totale sur lui. Partout où ce garçon veut aller, mon frère veut aller. Tout ce que ce garçon fait, mon frère veut le faire également. Mon frère... Ok, d'accord. Ça, je ne peux pas le dire. Hein. Donc, je passe outre. Ils ont décidé également de faire leurs études dans la même école parce que le frère a changé d'école et mon frère le suit. Comment faire pour délivrer mon frère de cette addiction d'amitié? Addiction d'amitié. Envoyez votre frère là aussi loin que possible. Envoyez-le loin. Oui. Non. Oh, docteur. Comment il doit se faire? Miko, comment ça ils se font des choses bizarres? La société est tellement bizarre actuellement. Terrible. Corrompu aujourd'hui. C'est mieux de penser au pire que de rester là. Il y a rien, sont des amis. Non. Moi, je pense qu'ils se font des trucs bizarres. En tant que parent, prenez ce frère-là et envoyez-le ailleurs. Maintenant, si cette année-là, pense qu'il a assez de moyens pour déménager, changer encore d'école. Parce que si vraiment c'est ce à quoi moi je suis en train de penser actuellement, c'est vraiment difficile. Établissez un programme pour votre enfant de parcours. Si vous êtes au Togo, de parcourir tout le Togo. Oui, envoyez-le au Grand Nord. Il fait un an là-bas. L'année prochaine, il quitte une autre ville et ainsi de suite. Sûrement que les expériences de chaque ville, de chaque contrat qu'il va parcourir, ça va changer carrément sa mentalité. Alors, Rona, bonjour à vous tous sur le plateau. Concernant les mauvaises compagnies, je dois vous dire que je me suis remariée. Mon enfant, je l'ai éduqué d'une certaine manière. Maintenant que nous sommes en couple, le fils de mon mari est un enfant à qui on a tout permis. Quand j'essaie de le recadrer, mon mari n'accepte pas et mon fils aujourd'hui trouve que je suis trop sévère puisque même le portable de mon fils est codé avec le mien. Je vois tous ces messages. Maman, c'est bien. J'aime les moments. Bravo, maman. Alors, que faire, Monsieur Moïse? Parce que là, c'est lourd, hein? C'est très lourd. Famille recomposée. Famille recomposée, parce que d'abord, le souci, le psychologue, là, il peut confirmer. D'abord, l'enfant, là, ne la verra jamais comme sa propre mère. C'est ce qu'elle doit d'abord savoir. Mais il doit obéir, malgré tout. Peut-être pour l'enfant, là, bon, elle est venue occuper la place de ça, mais... Il y a beaucoup de choses souterraines qui poussent l'enfant à réagir comme ça. Non, ce n'est pas nécessairement parce que l'enfant est mauvais de caractère et les trucs là, mais je pense qu'il y a des antécédents liés à cet enfant-là qui le poussent à agir de la sorte. Donc, ce que moi, je pourrais lui conseiller, c'est d'abord de discuter avec le père de l'enfant. D'abord discuter avec le père de l'enfant, lui faire savoir que voici les comportements que j'ai remarqués au niveau de ton fils et qui me mettent un peu mal à l'aise. S'il est possible,
de le parler, soit toi seul, soit à deux. On essaie de, au moins, recadrer un peu les choses, lui parler, essayer de le ramener à la maison. Ceci, ça ne doit pas se faire. Ceci, il faut revoir cela. Je pense que ça pourrait aider. Alors, on va répondre à un dernier message et je vais prendre l'avis donc de nos médecins et puis de Florence, de tout le monde de toute façon. Bonjour Nectar. L'enfant de ma coépouse nous guette par les nacos quand mon mari et moi sommes dans la chambre. Je l'ai interrogé, il m'a dit que c'est sa mère qui lui a dit de faire ça. Psychologue. Bon, psychologue, merci. On commence par ça toi. Ça te dépasse. Sinon, ça, cette affaire-là, franchement, les psychologues, non, quand même. C'est compliqué. C'est compliqué. Même pour les psychologues. Oui, en fait, nous ne sommes pas des dieux sur terre, après tout aussi. Et des familles recomposées, c'est un peu comme une famille recomposée, si je comprends bien le message. Oui, l'enfant de la coépouse, en fait. Donc, voilà, ils vivent ensemble. Donc une famille polygame, en fait. Et vous voyez, ça, c'est en fait des situations où il y a beaucoup d'antécédents, beaucoup de soubassements et tout. Et cet enfant est utilisé, en fait. L'enfant est utilisé, c'est comme un instrument. Et je pense que c'est une erreur de la part de sa maman de pousser l'enfant à aller jouer à l'espion, en fait. C'est en quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle recherche? Papa dit quoi? Hein? C'est pour faire quoi? C'est pour améliorer, elle, sa qualité de rapport sexuel avec le monsieur pour qu'il passe plus de temps avec elle. Peut-être parce qu'elle envoie le petit en mission. Ah, mais c'est qu'elle le fasse elle-même. Non, je crois que c'est stratégique. Si le papa voit l'enfant, le papa sera peut-être moins fâché que s'il voit même sa femme, l'autre femme. Et donc, on est en train de dire à cet enfant que dans ta vie future, tu pourras avoir des rapports sexuels et avoir un voyeur quelque part. C'est terrible. Et c'est pas bien. Cet enfant va grandir avec ce comportement-là et maintenant va devenir quelqu'un de, je vais dire, égaré, pervers. Et ce n'est pas bien. C'est terrible. Ce n'est pas bien. Florence? Oui, c'est une bénédiction c'est une bénédiction qui vient directement des familles polygames. Moi, je le dis. Et pas ironiquement. Non, les hommes, s'il vous plaît, si vous n'avez pas les moyens de supporter la polygamie, eh bien, ne le faites tout simplement pas. Il y a plusieurs femmes qui ne sont pas mariables. Il y a plusieurs femmes qui ne sont pas éduquées. Il y a des mères qui n'ont pas la capacité d'être mères, tout court. Et la polygamie bouffe tellement le cerveau des femmes à tel point que c'est des enfants qui en payent le prix. Et ces enfants deviennent des problèmes dans la société demain. Donc, les hommes veulent la liberté et tout. La polygamie, ça n'a rien à voir avec les femmes. C'est pas une question de sentiment, mais les dégâts sont énormes. Moi, je le dis et je le répète. Donc, ne vivez pas dans une famille polygamique, dans une polygame doit vraiment prendre ses responsabilités, en fait. C'est très important. C'est ça. Il y a rien à faire. On va terminer avec ce témoignage. Il y en a beaucoup, mais c'est compliqué. Ce témoignage qui dit « Bonjour à tous, comment vous allez ?» Bonjour. Bien. Bonjour. Ben, moi, le plus souvent, ma maman m'a toujours interdit de faire amitié, qu'elle soit bonne ou pas. Je vous dis, tous mes échecs et soucis ont commencé lorsque j'ai négligé ce petit conseil jusqu'à ce que je me retrouve avec une petite et belle fille qui a 3 ans aujourd'hui. Je vous dis maintenant que je suis tellement occupée que je n'ai même pas l'envie ni le temps d'une amitié. Merci. Malheureusement, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Tout ce que tu ne veux pas apprendre par la sagesse, bonjour à ta petite tu vas apprendre. Aussi. Bonjour à tous sur le plateau. Oui, bonjour. Ça, c'est lourd. On va se reprogrammer une autre émission, mais je vais lire quand même. Je suis amie avec une fille qui n'est pas togolaise et on est tellement amis qu'elle m'a proposé de faire un pacte de sang.
Que pensez-vous qu'on puisse faire? On s'entend bien et on a trop de points communs. Je connais tous ses secrets et elle m'aide aussi dans tout. Nous sommes très amis. Elle connaît aussi mon petit ami. Le message, c'est un message codé. Elle connaît aussi mon petit ami et elle va bientôt repartir dans son pays. Donc, elle m'a demandé à ce qu'on puisse faire un pacte pour que notre amitié ne se brise jamais. Affaire à Jamais, Walid, non. Je vais te frapper non. en direct. Non. Non, ne faites jamais ça. Jamais. Entre deux filles. C'est quelle amitié? Pour que l'amitié ne se brise jamais. Je voudrais tout simplement dire que si elle demande conseil, c'est justement parce qu'elle sait. Non, parce qu'elle sait que ce n'est pas bon. Sinon, elle allait le faire depuis. Elle veut le faire. Non, mais elle demande conseil. Si elle demande conseil, elle n'a qu'à écouter sa conscience. Il y a un adage populaire qui dit qu'aucune amitié ne se brise. En Mina? Non, c'est un proverbe populaire, oui, en français. Qui aucune dit amitié ne se brise. Si c'est une amitié, c'est sûr que ça va perdurer. C'est un autre niveau, hein, spirituel. Parce que, on va revenir sur ça et on va répondre à tous vos autres messages. Merci. C'est quel pays? Papa, qu'on a dit jamais, il ne faut pas le faire. Même dans le rêve, il ne faut pas le faire. Batiana a raison. Même pour attraper SIDA, il faut laisser les choses spirituelles. Pour attraper le SIDA et d'autres maladies, on en a parlé la fois dernière. Merci infiniment à Gisèle qui était avec nous aujourd'hui. Merci à toute l'équipe également. Monsieur Wanda et tout le reste de l'équipe. Merci à tous. Ça a été tout simplement un plaisir. On va se programmer pour nos bâtiments là. Il va venir, ne vous en faites pas. Docteur, on se retrouve très bientôt. Psychologue aussi, Florence. On parle de mon carnet demain. Oui. Génial. Bye bye et à demain.